Alors bonjour, c'est Japanman et aujourd'hui je vais vous montrer mes lectures du mois de mars 2020. Alors c'est bien les lectures et pas les achats, parce que des fois j'achète des trucs que j'ai lu que plus tard, des fois je les achète j'ai immédiatement, donc là c'est les lectures, c'est des trucs que j'ai lus, donc certains ils datent un peu, en termes d'achat. Alors, en premier on va parler des deux tomes, donc 8 et 9, de ReZero, le troisième arc. C'est sympa comme tome, on sent qu'on s'approche de la fin. D'ailleurs à la base je voulais attendre le 10, la sortie du 10, pour lire, parce que je pensais que le 10 ce serait la fin, plus ou moins, je pense, de cet arc en tout cas. Et mais au final j'ai craqué, j'ai lu les 8 et 9 avant, bon c'est pas grave, hein, c'était sympa aussi. Si ça se trouve c'est pas vraiment le 10 la fin, si ça se trouve il y a encore le 11 après. Mais voilà, donc ReZero, c'était sympa. Au début, hein, comme d'habitude il y a des pages couleurs. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, bah vivement la suite. Et donc ReZero, c'est en tout cas l'arc 3, c'est dessiné par Daichi Matsue. C'est le scénario par Tapei Nagatsuki et le chara design par Shinichiro Otsuka. Donc parce qu'à la base c'est un light novel. Donc oui, le scénario je pense que c'est juste l'écrivain d'origine. Le character design c'est parce que à la base les illustrations c'est un character designer qui les fait dans le light novel. Et ReZero c'est aux éditions Ototo. Alors ensuite on a le premier et l'unique tome de High School of Z. Alors High School of Z c'est quoi? C'est une parodie en Yonkoma, donc en gag en 4 cases, de High School of the Dead. Et ça, en fait ça peut être drôle, mais je pense qu'il faut connaître High School of the Dead d'abord. Si vous êtes dit que vous entreriez dans le monde de High School of the Dead avec ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Faut connaître pour trouver quelques gags assez drôles. Bon, sinon c'est assez déjanté, mais bon. C'est écrit par Daisuke Sato d'après les personnages de Shuji Sato. Et c'est dessiné par Sankaku Ed. Voilà, chez les éditions Pika. Ensuite, j'ai aussi lu le tome 22 de My Hero Academia. C'était sympa, hein. Bon après, c'est le tome... c'est un tome où il n'y a pas trop d'enjeux, entre guillemets, à part vers la fin où il se passe un truc. Mais vu que tout le long il n'y a pas de vraie menace, si vous n'êtes pas pris dans les pouvoirs des personnages, des trucs comme ça, vous pouvez vous ennuyer. Surtout quand il y a... Je trouve qu'il y a certains problèmes d'équilibrage au niveau de My Hero Academia, au niveau de l'attention, quoi. Parce que t'as des arcs que t'enchaînes parfois t'enchaînes 2-3 arcs où il y a de gros enjeux, et puis après tu fais 2-3 arcs où il y a pas vraiment d'enjeu. Donc bon, c'est pas forcément... Mais bon, c'est sympa quand même, hein. Les pouvoirs sont cool, il y a plein de nouveaux personnages dans celui-là. Donc voilà, sympathique. Et donc c'est dessiné et scénarisé par Kohei Horikoshi. Aux éditions... aux éditions Kiyun. Alors ensuite, le tome 10 de Moi quand je me réincarne en slime. Donc c'est sympathique comme d'habitude, hein. Donc dans ce tome, il va s'éloigner, Limul va s'éloigner un peu du village. Même pas beaucoup. Et donc va entreprendre quelque chose de nouveau en rapport avec ces deux personnages là et d'autres que vous verrez dans le tome. Ouais. Et donc c'est donc le œuvre d'origine, donc le light novel pareil, hein, comme d'hab, par Fuse. Le dessin et je suppose l'adaptation également du manga c'est par Taiki Kawakami. Et les caractères design d'origine c'est Mitsuva. Donc pareil, vu que c'est un light novel à l'origine, il y a une œuvre d'origine et il y a un caractère designer. Alors, Bakemonogatari. Donc le tome 6. Ce tome, contrairement à ce que laisse penser la couverture, c'est surtout la fin de l'arc d'avant avec le singe. Enfin le singe qui n'en est pas un du coup, mais ouais. Mais c'est quand même aussi l'amorce du nouvel arc qui concerne donc ce personnage. Vous connaissez peut-être parce qu'il y a une Renai Circulation, c'est une musique qui a été assez détournée avec ce personnage.
Mais donc voilà, Bakemonogatari est toujours aussi cool. Hein. Hop. Ah oui, et pour une raison obscure, on a une couverture réversible, comme s'il s'agissait d'un tome édition collector, alors que c'est pas du tout le cas. Bon, j'apprécie, mais je comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est cool. Et donc c'est l'œuvre originale, c'est par Nishiozin, et le dessin par O'Great, et les chara-design d'origine, c'est par Vofan. Donc ouais, encore un light novel à l'origine. Et c'est édité aux éditions Pika. Ensuite, One Piece Party tome 5. Donc One Piece Party, c'est un des deux seuls spin-off de One Piece. C'est sympathique, c'est plus... Parce que l'autre c'est Chopperman, et Chopperman c'est pas vraiment One Piece à proprement parler, ce qui se passe dedans. Donc là c'est une parodie de ce qui se passe dans One Piece. Et je trouve un truc sympa qui a une petite... ça commence à partir dans des délires, parce que... Si vous ne reconnaissez pas ce personnage-là, c'est... donc on voit souvent la couverture, hein, c'est pas du spoil. C'est un personnage du film One Piece Z. Son pouvoir c'est de rajeunir les gens en les touchant. Elle les rajeunit d'un certain nombre d'années. Puis si elle les touche 2 fois c'est le double, enfin voilà quoi. Et en fait, l'inclusion de ce personnage, ça ouvre une vraie boîte de Pandore. Parce que là on en s'est mis à inclure des personnages non canoniques. Déjà qu'ils faisaient un peu n'importe quoi avec les personnages canoniques, mais... Et en plus, j'ai remarqué du coup qu'ils se permettaient un peu tout ce qu'ils voulaient. Et par exemple, on a pu voir des formes de personnages qu'on n'a jamais pu voir ailleurs. Bon là c'est parce que c'est juste les formes rajeunies. Mais rien que ça, c'est inventé. Enfin, c'est une combinaison. C'est une combinaison qu'on n'aurait jamais eu en temps réel, en temps normal, je veux dire. Et du coup, ce traitement, ça me fait un peu penser à Dragon Ball Heroes. Bon, c'est pas du tout le même délire en soi, mais Dragon Ball Heroes, ils se permettent de faire revenir des personnages non canons, affronter d'autres personnages, ou des choses comme ça. Ils se permettent également de faire atteindre des formes à des personnages qui ne sont pas censés atteindre, genre on n'a pas Super Saiyan ou des trucs comme ça. Et je me dis, là s'ils partent dans des délires comme ça, c'est pas impossible qu'au bout d'un moment... Parce que là ils ont mis un personnage de film, ok. Ils vont sûrement continuer sur leur lancée, mettre d'autres personnages de film. En plus le film of Z c'était pas un film récent quoi, c'est pas genre pour faire de la promo, c'est vraiment, ils avaient envie de l'inclure. Et du coup je me dis que s'ils continuent sur leur lancée, c'est pas impossible qu'ils partent dans des délires plus grands. Alors je sais pas, imaginons qu'ils fassent un épisode, ouais, un chapitre quoi, où oh qu'est-ce qui se serait passé si les personnages qui n'ont pas de fruit du démon mangent un fruit du démon. Et là on pourrait voir des trucs, enfin je me dis qu'ils peuvent partir loin, là, juste qu'ils ont commencé à faire. Donc à suivre. C'est donc du coup l'œuvre originale par Eiichiro Oda. Donc One Piece Party c'est fait par Ei Ando et c'est aux éditions Glénat. Donc ensuite Dragon Ball Super tome 10. Pour ceux qui ont vu l'anime, on entre enfin dans de l'original, dans le sens où c'est des événements qui ne sont pas dépeints dans l'anime de quelconque façon ça. Donc ce nouvel arc commence un peu à se dévoiler. Et pour l'instant c'est plutôt cool. En plus ça... Sans trop en dire, ça commence à partir sur des délires avec Majin Buu, qui est un de mes personnages préférés de Dragon Ball. Donc ça j'apprécie bien. Voilà, ça exploite le passé tout en créant des nouvelles choses. Ça, je trouve que c'est bien pour une suite comme démarche. Le truc que j'ai remarqué avec Dragon Ball Super, c'est que ça fait ancien, nouveau, ancien, nouveau, ancien, nouveau. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple l'arc avec Beerus. Beerus on connaît pas tout ça, c'est nouveau. Ensuite t'as l'arc avec Freezer. Freezer on connaît, c'est ancien qui revient. Ensuite t'as le tournoi avec l'autre univers. Donc ça c'est nouveau, on connaissait pas les autres univers. Après t'as Trunks du futur qui revient. Trunks du futur on connaît. Donc bon, il se passe des trucs qu'on connaît pas avec des Kaioshin et des autres univers, mais après il faut bien exploiter ce qu'on a créé. Hein. Ensuite, retournoi du pouvoir, donc ça on connaissait pas, encore d'autres univers qu'on connaissait pas. Et là du coup on est reparti dans quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire les patrouilleurs galactiques, puisqu'on les connaît grâce à Jaco, tout ça.
et Majin Buu. Donc c'est plutôt cool. C'est à la fois nouveau et ancien. Enfin, c'est du nouveau qui exploite l'ancien, quoi, ça c'est bien. Et donc c'est par Akira Toriyama, l'œuvre d'origine, par Toyotaro, le dessin, et sûrement une partie du scénario en vrai. Hein. De ce Dragon Ball Super, aussi aux éditions Glénat. Ensuite, Fairy Tail Under Your Quest. Bah c'est Fairy Tail quoi, donc forcément je trouve ça bien. Enfin forcément. Il y a 2-3 trucs qui feraient dans Fairy Tail, je trouverais que c'est nul, mais ils l'ont jamais fait, donc ça va. Donc intéressant. J'ai été surpris à quel point cette série avait de l'ambition quand j'ai vu la suite. Parce que bon, je dis pas qu'ils ont pas d'ambition, hein, mais quand tu regardes par exemple la suite de Naruto de Dragon Ball, ça fait un peu... genre Naruto c'est littéralement son fils qui après c'est le même nom que lui, donc ça fait un peu genre... on reprend les mêmes mais on recommence mais pas les mêmes. Et Dragon Ball Super, même si techniquement il y a de l'enjeu vu qu'on parle d'univers et de trucs comme ça fait un peu juste surenchère de ce qu'il y avait avant. Ouais, on peut plus lui faire les cheveux jaunes, on choisit notre couleur. On peut plus lui faire affronter des tyrans galactiques, il est trop puissant, bon on lui fait affronter des dieux galactiques. Enfin voilà, des trucs comme ça. Alors que Fairy Tail, vraiment, ils sont partis directement dans un truc qui est logique et qui en plus se base sur un truc qu'on a dans le manga, mais vers le début. Hein. Je crois que le tome... ouais, c'est bien ça. Hein. Le tome où on parle de la quête de 100 ans, vous le voyez même pas là, et il est même pas sur cet étage-là, il est à l'étage d'au-dessus de mon étagère. Donc voilà, ça exploite un vrai truc intéressant. Petit bémol que j'ai avec cette série dans sa globalité, c'est qu'il y a déjà eu 2-3 fois où, si vous voulez, ils font un truc qui concrètement serait pas une incohérence ou un truc comme ça, mais qui fait vraiment très facilité scénaristique. Et pas facilité scénaristique genre oh je suis trop fort, j'ai prévu le scénario. Non, facilité scénaristique genre ce truc là on en a jamais parlé avant, on n'a jamais dit que c'était impossible, mais on en a jamais parlé avant comme si c'était impossible quoi, donc pourquoi tu l'utilises? Mais bon c'est 2-3 fois sur des petits détails. Hein. Je vais pas expliquer. Je pourrais donner un exemple mais je vais pas le faire maintenant. Parce que c'est dans ce tome là de souvenirs il n'y en a pas. Et du coup je préfère éviter de dire des bêtises, on me souviens normal de ce qui s'est passé avant. Donc je vous le redirai peut-être si je refais une vidéo sur où il y a un tome de Fairy Tail Under Your Quest, si se passe un truc comme ça. Mais bon voilà quoi. D'ailleurs dedans par contre un truc, une idée, un truc de bon utilisation de trucs qu'on n'a pas dit avant par exemple, ce que je trouve dans ce tome. Parce qu'à un moment, je dis pas pourquoi, ni comment, ni où, ni dans quel contexte, mais t'as Lissana qui se transforme en forme serpent. Qu'on n'a jamais vu il me semble. Ça c'est cool. C'est bon ça surprend pas au début parce que tu dis on n'a jamais vu ça. Mais oui, c'est la suite. Donc ça exploite les trucs qu'on n'a pas pu voir d'avant. Parce que c'est logique que Lissana ait une forme serpent, elle peut se transformer en lapin, en poisson, en oiseau, tout ça. Pourquoi elle aurait pas de forme serpent? Mais du coup, oh, nouvelle forme de Lissana. Ça apporte un petit truc en plus à Lissana. Et ça c'est cool. Alors que c'était même pas nécessaire, hein, ils auraient pu lui mettre une autre forme ou un truc comme ça, mais bon. Donc c'est cool, j'aime bien. Donc il y a des enjeux, bah, c'est cool. Mis à part les 2-3 petits bémols que j'ai dit où parfois il triche un peu quoi. D'ailleurs je me demande si cette petite tricherie s'est fait, bah du coup je vais vous dire par qui c'est fait. Par Hiro Mashima, c'est le scénariste et l'auteur d'origine. Et c'est même lui qui fait les storyboards apparemment. Et le dessin c'est Atsuo Ueda. Donc je suppose que si c'est même lui qui fait vraiment les storyboards, c'est Hiro Mashima lui-même qui a porté les petites triches. Peut-être des trucs qu'il avait dans sa tête de manière implicite mais qu'il nous a jamais dit, mais bon. Voilà, donc c'est juste, mis à part ces petits trucs qui m'ont fait dire c'est pas impossible, mais tu triches un peu là. Mais c'est des sur des petits détails, hein, c'est pas sur des gros points de scénario. Mais sinon très intéressant, plein de nouveaux personnages cool. Ce personnage là qui est encore plus développé dans ce tome là, vivement la suite. Et c'est chez les éditions Pika. Ensuite, One Punch Man tome 19. Alors One Punch Man tome 19, il y a un truc cool, je pense pas que vous allez bien voir, mais un peu plus bas, comme ça. Quoique, que c'est vraiment comme ça. Donc je trouve le bon... Ah ok, c'était la boucle de ses cheveux au-dessus. Voilà, donc en fait ça fait... Ouh, je peux pas vous montrer comme ça. Voilà, ça fait toute une illustration comme ça. Et c'est assez cool. Derrière pareil, avec... hop, la sœur du personnage aux cheveux verts qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Parce que déjà, ils ont dû faire l'effort de mettre le dessous en couleur, parce que d'habitude, ils font pas.
Et en plus c'est genre totalement gratuit, enfin je veux dire il n'y a pas de but. Genre, oh tiens, allez, une couverture qui du coup est 2 fois plus grande, qui fait une jolie illustration des 2 côtés. Et en plus, là, il nous explique que ça va être le cas pour 3. Pour le 20 et le 21, ce sera aussi le cas. C'est-à-dire qu'à la fin, quand tu mettras tes tomes 19, 20 et 21 à côté, tu auras une grande illustration qui fera 6 tomes de taille, vu que tu as la jaquette plus le truc en tout. Et à mon avis, derrière aussi, ça fera une illustration. Bon, une illustration en fond blanc, certes, mais ça reste une intention. Ils auraient pu juste le faire devant et derrière mettre le résumé, quoi. Mais ça, je trouve ça vraiment cool comme intention. Et moi, j'aime bien quand ça joue avec le dessous des jaquettes. Hein. Genre là, ils mettent des illustrations spéciales. Mais tu peux faire toutes sortes de choses avec les jaquettes et il y a eu beaucoup d'idées sympas. Des fois ils mettent des petits bonus, des descriptions des personnages, des vieux designs des personnages. Mais moi j'aime bien surtout vraiment quand ils jouent avec. Genre des fois t'as des petites histoires en dessous, des de coma, ou même des petites histoires normales. Hein. Des fois t'as le personnage qui est en mode mais t'as perdu la jaquette. Des fois t'as quoi d'autre? Des fois t'as les personnages avant ou après qui prennent la photo entre guillemets de la couverture. Ça il y a sur Nisekoi il me semble. C'est plutôt cool aussi. Et voilà, moi c'est le genre de truc je suis fan. J'aime bien quand ils jouent avec le dessous de la jaquette. Et donc c'est par One pour l'œuvre originale et Yusuke Murata pour le dessin du coup et l'adaptation entre guillemets. Et c'est cool, ça développe pas mal le personnage de Garo encore une fois. Que j'aime bien du coup, Garo maintenant. Enfin je l'aimais déjà bien mais j'étais pas ultra fan. Là c'est vrai que le voir se battre de toutes ses forces, t'as de l'empathie pour lui. Donc voilà, et c'est aux éditions Kurokawa. Après quoi? Beastars tome 9. Bon comme ça contre-jour et qu'en plus... Enfin non c'est pas contre-jour. Comme vous avez la lumière et qu'en plus c'est brillant là. Enfin c'est des trucs qui se reflètent. Vous voyez pas super bien. Enfin si ça devrait aller. Et donc Beastars tome 9. Donc dans ce tome il trouve le meurtrier. Voilà, et je vous le dis, il trouve le meurtrier du début dans ce tome. Après je vous dis pas qui c'est, comment, pourquoi, où. Bah vous aviez peut-être déjà deviné vu qu'il y avait déjà quelques indices dans les tomes d'avant. Donc Beastars hein, toujours aussi sympathique. Même s'il trouve le meurtrier dans ce tome, je trouve qu'il est plus relax que les tomes d'avant. Après je dis peut-être ça parce que ceux d'avant je les avais enchaînés alors que celui-là c'est le premier que je lis tout seul quoi. Avant j'avais lu les 8 de suite. Mais ouais sympathique Beastars. C'est vraiment cool. Donc je conseille hein, pour ceux qui n'auraient jamais lu. Ça a l'air un peu un truc, quand tu vois ces couvertures qui ressemblent à des magazines de mode, avec les persos qui prennent la pose, ça a l'air un peu d'un truc shoujo, surtout après avec le style de dessin en plus. Mais non, c'est sympathique quoi, c'est cool. Donc c'est par Paru Itagaki et c'est aux éditions Kiun. Ensuite, le tome 7 de Romeo vs Juliette. Romeo vs Juliette c'est vraiment sympa. C'est une romance, donc comme l'indique le titre, c'est un truc à la Roméo et Juliette. Donc c'est-à-dire les deux berceaux sont amoureux mais ils peuvent pas le dire parce que bon là c'est pas leur famille, c'est leur pays quoi, qui sont plus ou moins en guerre mais pas en guerre. Genre ils se détestent quoi. Et du coup dans une académie qui réunit les deux pays justement, ils essayent de vivre leur vie quoi. Et ouais c'est vraiment cool. Ce personnage là est celui qu'on découvre un peu dans ce tome. Bon il se passe aussi d'autres trucs hein, mais ouais ce personnage là on l'avait vu souvent mais on n'est pas trop exploré sa personnalité. Donc là on voit un peu mieux comment elle réagit au truc et tout. Et bah comme d'hab c'est sympathique. Hein. Voilà. Donc c'est par Yosuke Kaneda et c'est aux éditions Pika. Et je vous le conseille également. Bah, de toute façon, plus ou moins tout ce que j'achète, je vous le conseille parce que là, par exemple, à part School of the Head, c'est que des trucs que je continue. Donc bon, forcément, c'est des trucs que j'aime bien la battre. Puis School of the Head, c'est un one shot et je vous ai dit, il faut connaître School of the Dead pour vraiment profiter. Donc voilà. Ensuite, c'est parti pour Fire Force volume 12 et 13. Alors, Fire Force volume 12 et 13.
Dans ce tome-là, enfin dans le 12, on a au tout début un peu de la backstory, en quelques pages vraiment, et c'est très efficace, un peu de la backstory de Arthur, donc lui. Et je trouve ça super efficace, ça fait genre 2 pages, 3 pages, je sais plus. Et c'est simple et efficace quoi. Et tu vois d'une autre manière toutes ces histoires de chevaliers après. C'est vraiment génial. Genre en 3 pages, t'arrives à... Pas besoin de faire un flashback émouvant Enfin, pas besoin. Parfois c'est bien. Mais pas besoin de faire un flashback émouvant de 30... de 30 heures. Enfin, de 30... pas besoin de faire un flashback émouvant de 30 pages où tu vois que tout son pays s'est fait décimer. Non, là... 3 pages, un truc simple. C'est génial. Et dans ce tome-là, il y a un nouveau personnage qui est introduit. Et va y en avoir d'autres nouveaux personnages. Je dis pas pour ceux qui seraient par exemple, je sais pas, au tome 5, mais enfin, quoique si j'expliquais que vous étiez au tome 5, vous comprendriez peut-être même pas, mais voilà, c'est un nouveau personnage important. Et tu sens bien quand même la vibe Souliter, hein, parce qu'il y a des personnages, ils ont une psychologie un peu bizarre. Hein. Donc voilà, de Atsushi Okubo, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'auteur de Souliter, aux éditions Kana, Fire Force, c'est cool. Et pour finir le gros morceau, l'intégrale de Black Torch. Donc voilà, j'ai lu tous les tomes ce mois-ci. Je les avais achetés exprès les 5 à la fois pour pouvoir tout me lire d'un coup, vu qu'il n'y en a que 5. Parce que j'avais lu il y a quelques temps un extrait gratuit, vous voyez, où genre t'avais le premier chapitre de Black Torch. Et je me suis dit, oh c'est pas mal. C'est en combien de tomes? Oh 5. Oh, j'attendrai que les 5 soient sortis et je me les achèterai si j'ai l'occasion. Bah là je me suis acheté les 5. Ils traînent depuis assez longtemps mais j'ai fini par les lire. Donc Black Torch, c'est vraiment sympa. C'est une histoire de type... c'est un peu un mix... J'aime bien dire que c'est un peu un mix entre Bleach et Noragami. Mais c'est une histoire de... Enfin Noragami j'ai pas beaucoup lu donc ça se trouve je dis des bêtises. Hein. Mais c'est une histoire avec des espèces d'agents secrets un peu ninja qui combattent des esprits. Donc voilà. Et lui, bien sûr c'est le héros, donc du coup il a un pouvoir spécial, qui vous en doutez, et il y a ce petit chat. Et c'est vraiment cool. Et c'est intéressant parce qu'on a là affaire à une série qui clairement aurait pu genre être le nouveau Bleach, le nouveau ce que vous voulez. Et là on avait à peu près les ambitions, ou en tout cas avait l'ambition d'être un peu plus long. Mais qui au final fait que 5 tomes. Et du coup c'est intéressant de voir qu'à la fin, on a une espèce de fiche de personnages pour tous les personnages importants, dans lesquels on nous explique, on les présente, enfin on nous explique ce qu'on sait déjà, mais on a aussi, la plupart du temps, des infos sur leur passé qu'on connaissait pas, et des infos sur leur futur, donc ce qui se serait passé en gros s'il y avait eu les tomes 6, 7, machin, qu'on connaissait pas. Et c'est pas des infos sur le futur en mode oui Naruto s'est marié à Hinata, non c'est des infos sur le futur en mode oh il va combattre ça, mais t'as pas la fin quoi. Et ça laisse vraiment présager qu'à la base l'auteur avait prévu au moins 10 tomes je pense. Minimum. Je pense que ce qui a marqué dans les trucs, si tu comptes les trucs du passé qui seraient en flashback ou un truc comme ça, je pense qu'il était prêt pour au moins 10 tomes de plus. Du coup c'est un petit peu triste de pas avoir un truc plus long, mais je me dis que dans le même temps, si ça avait été plus long, déjà j'aurais peut-être même pas commencé du tout, et que parfois juste avoir une histoire courte c'est sympa. Bon du coup à la fin t'as quand même le petit du coup j'ai pas vraiment tout quoi. Mais bon, si un jour la suite sort, je l'achèterai peut-être, ouais. Parce que c'était sympa, mine de rien. Oui, donc c'est par Tsuyoshi Takaki, et c'est aux éditions Kiun. Et donc avant de conclure, petit segment où je donc désigne parmi les mangas de ce mois-ci, ce qu'on va appeler le manga coup de cœur, même si dans les faits, déjà j'ai tout aimé de ce que j'ai dit ce mois-ci, et en plus, c'est vraiment... parce que par exemple les trucs que j'ai lus au début du mois, ils sont un peu désavantagés. Parce que même si ça m'avait super marqué au début du mois, forcément je serais un peu moins dedans là. Mais donc prenez pas ça en mode ouais celui-là il dépasse les autres de loin. Souvent ça se joue à pas grand chose et même moi je trouve
c'est un avis tellement personnel que même le moi du futur ou le moi du passé, ça se trouve, il aurait dit autre chose. Donc pour ce mois-ci, je pense que je vais partir sur One Punch Man tome 19. Parce que le personnage de Garo, je trouve qu'il devient de plus en plus attachant, même s'il n'est pas très sympathique, mais ses actions sont sympathiques. Et cette histoire de couverture qui fait 2 tomes de haut complètement gratuitement et qui en plus peut se combiner avec les 2 futurs tomes qui vont sortir, ça c'est le petit bonus qui fait plaisir. Donc coup de cœur du mois, One Punch Man tome 19. J'aurais pu vous sortir Fairy Tail, mais Faudrait qu'il a fait fort avec son avec son petit bonus inattendu. Donc voilà, c'est ce qui conclut ces lectures manga du mois de mars 2020. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des mangas et que vous en avez vu d'autres que vous vouliez voir. Donc je compte faire ça tous les mois si j'ai la possibilité. Si vous avez... si éventuellement vous avez des recommandations à me faire, je suis preneur. Bon, cependant, ne vous attendez pas forcément à ce que j'achète les mangas que vous me conseillerez, parce que j'ai des tonnes... Tout ça là, c'est même pas... c'est tout... À part Black Torch et High School of Z, c'est que des trucs que je continue, et il y en a beaucoup plus, hein. C'est juste que c'est ce que j'ai lu et ce que j'ai pu acheter. Parce que là, bon là j'en ai encore en attente de lecture des mangas, hein. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai déjà passé le budget pour acheter tout ce que j'achète, donc bon. Mais je peux toujours prendre si vous avez des recommandations. Surtout des trucs que je connais pas. Parce que on sait jamais. Qui sait, un jour je vais peut-être me renseigner ou tomber dessus et me dire oh tiens. Et ça pourrait être sympa. C'est pareil, si vous avez des avis sur les tomes en question dont j'ai parlé là, vous pouvez en parler. Par contre si vous voulez en parler, on peut même en discuter, mais si vous voulez en parler et que ça spoil, spécifiez dans les commentaires, genre mettez spoil de points, vous passez 4-5 lignes, et ensuite vous écrivez. Vous mettez même spoil, le truc que vous spoilez, 2 points, 4-5 lignes, vous écrivez. Comme ça les gens qui éventuellement voudraient découvrir ces choses vont pas être spoilés du tout. Donc je vous dis au revoir, c'était Japanman, à plus.